Bonjour, je suis Pastan et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Patrick Beau et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Clem Clé et vous êtes sur La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Richard Di Martino et vous écoutez La Voix des Bulles. La Voix des Bulles présente le Festival des Calanques et des Bulles 2016. Nous sommes en terrasse sur le Vieux-Port, il fait beau. Oh, tu dis des calanques et des bulles et tu me parles du Vieux-Port, c'est quoi ce bordel? Ouais, alors le festival cette année a changé d'endroit, maintenant on est à l'espace Bargemont, vraiment en face du Vieux-Port, à côté de la mairie. Et le parrain c'est Franck Margerin, donc c'est pas l'espace Margerin. Voilà, on est prêt à dire des conneries, on est prêt à enregistrer, on a posé notre matos, puis là on se prend un petit café tranquille. Vos petites attentes pour ce festival, les amis Qu'ils construisent des fenêtres à l'intérieur de l'espace Bargemont. En fait, c'est la grosse différence, c'est le lieu. Pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on a pu en voir. Et clairement, le lieu est plus moderne, hein, mais c'est une salle de conférence, d'exposition qui est en version souterraine. Alors forcément, par rapport à des calanques et des bulles, il nous manque le petit côté soleil, cigale, machin. On verra, par contre, les espaces sont grands et c'est bien plus moderne. On pourra entendre les mouettes par contre, ça on les entendait pas. Thio ? En fait vu qu'il m'a appris ma phrase, j'ai rien à dire. Mais le café est bon. Ok, bon bah on se retrouve, hein. On va aller faire un petit tour, essayer de rencontrer des gens, vous faire un maximum d'interviews et de rencontres pour faire le meilleur compte rendu possible de ce festival. À tout à l'heure. Nous voici avec Pastan. Pastan, bonjour. Bonjour. Alors, petite question, ton actualité, on va commencer par là. Pour l'instant, moi je suis sur pas mal de projets, mais pour l'instant c'est que travail, storyboard et voilà. Pas d'album perso, complet, scénario, dessin pour toi ? Dans la tête et dans ce que je fais, oui, mais pas encore de démarchage et rien de concret au niveau des éditeurs potentiels ou ce genre de choses. Difficile ou le projet n'est pas encore tout à fait finalisé ? Les deux. En ce qui concerne Anachronique, on voit en vente un numéro qui date du fin du trimestre dernier, fin de 2015 du moins, qui s'intitule C'est la fin. C'est la fin ? Ah bah faut l'acheter du coup pour savoir. On peut pas en savoir plus ? Non, après le fanzine sous cette forme et de manière régulière s'arrête. Parce que c'était un petit tremplin sympathique quand même pour les petits projets perso, à avoir une forme de vitrine. Quand on voit le fonctionnement de Arg qui marche plutôt bien, on est sur quelque chose, je ne vais pas dire d'identique, mais on va dire qu'il pourrait se rapprocher aussi. L'explication d'un, pas dire un échec, mais en tout cas un manque de réussite commerciale par rapport à un Arg, simplement la distribution. En fait, ça n'a rien à voir du tout avec Arg, parce que Arg c'est vraiment quelque chose de professionnel. Et c'est des gens qui travaillent dessus et qui travaillent sur l'édition principalement pour mettre en avant des auteurs de bande dessinée. Pour mettre en avant des auteurs de bande dessinée. Nous en fait on est une structure d'auteurs de bande dessinée qui s'auto-édite. Du coup nous ce qu'on privilégie c'est de faire de la bande dessinée. Et c'est notre travail principal tous autant qu'on est. Et en fait, c'est pas du tout un échec parce que justement, ça a été plutôt de se regrouper, d'échanger sur nos compétences mutuelles. Et tous, en fait, ou pour la plupart, on est passé pro. Donc du coup, c'est ça qui nous fait qu'on a moins de temps pour faire de l'auto-édition et faire notre fanzine. Et qu'on privilégie nos projets personnels que le projet collectif d'Anachronique en lui-même en tant que fanzine qui sort régulièrement. Donc c'est plutôt une bonne victoire pour chacun des participants à l'arrivée. C'est ça, tout à fait. Après, on va garder l'association en tant que structure pour s'auto-motiver et montrer des projets ou monter des projets qui seront plus de l'auto-édition en ce qui concerne des projets personnels, de ce genre de choses. Après, on pourra aussi faire des recueils d'illustrations ou ce genre de choses qui seront plus des trucs de groupe.
Donc on s'interdit rien pour le moment, mais pour l'instant on garde la structure telle qu'elle est, mais le fanzine pour l'instant c'est plutôt fini quoi. Ok. En parallèle, j'ai déjà fait un parallèle volontaire avec Arc, deuxième parallèle avec le Zarm Atelier, qui sert bien sûr d'émulation sur le même principe, mais aussi de rencontres, et plusieurs auteurs du Zarm Atelier travaillent ensemble, un sur le dessin, l'autre sur le scénario, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans les bacs ou en prévision sur le même principe avec une collaboration ? Pour le moment, rien de très concret là-dessus. Après, c'est vrai que oui, on a tous des envies de faire des choses ensemble. Mais ou alors j'ai pas vent encore de choses qui se sont faites. Je sais qu'il y a aussi pas mal d'auteurs qui se sont refilés des projets, quelqu'un qui pouvait pas faire un projet donc qui l'a refilé à l'autre, ce genre de choses. Mais des choses communes pour le moment, je ne suis pas au courant en tout cas. Toi, à titre personnel, une envie, à défaut d'avoir un projet, une envie de travailler avec quelqu'un du groupe d'Anachronique ? Si, en fait, moi je suis en train de bosser, du coup c'est avec un des dessinateurs d'Anachronique qui se trouve aussi être un des derniers qui vient d'arriver, qui se trouve aussi être mon frère. Et du coup là on est en train de faire une bande dessinée qui est un spin-off d'une série, d'une web série. D'accord. Du coup on est en train de travailler là-dessus. Quelle web série ? Ça s'appelle Odess. L'info est donnée. Tu peux nous en dire un peu plus ? Odess, c'est une web série plutôt médiévale fantastique ou ouais, je sais pas comment dire ça, mais en fait c'est aussi un ancien dessinateur d'Anachronique qui est à la base plus réalisateur que dessinateur et qui a lancé sa série depuis 1 an. Il doit y avoir 7-8 épisodes. Et voilà. Tu disais que tu faisais du storyboard, c'est-à-dire que maintenant tu es professionnel dans l'illustration. Non, tu fais du storyboard dans quel domaine tu fais du storyboard ? Là, non, c'est des storyboards de projets personnels, de bandes dessinées personnelles et de projets dont celui que je vous parlais de la BD et une autre que je suis en train de storyboarder, quoi, de réfléchir dessus. Et du coup, pour squeezer entre guillemets peut-être les difficultés avec certains éditeurs, est-ce que passer par des plateformes d'autofinancement, financement participatif, tu as déjà essayé ou ça te tenterait ? Ouais, je suis en train d'y réfléchir. En fait, moi j'ai beaucoup de mal à démarcher, du coup, personnellement. Et ce qui me fait le plus kiffer dans le fait de faire de la BD, c'est de faire des BD. Donc du coup, en fait, pour l'instant, ouais, je me concentre sur le fait de faire de la BD. Et après, quand j'aurai un projet fini, je verrai comment je le décline, soit à le présenter aux éditeurs, soit ou des projets de financement participatif, ou une mise en ligne avec une lecture en ligne et demander après, en fonction du retour, voir si j'en fais un album ou quelque chose. C'est vrai que maintenant, comme il y a beaucoup de possibilités annexes, j'y réfléchis, mais pour l'instant, je suis plus à créer quelque chose et après à voir comment le diffuser, voilà. On a la chance d'avoir sur ce festival Monsieur Balak, alors justement, puisqu'on est sur la diffusion en ligne, tout ce qui relève du turbo-média, tu t'y es déjà essayé ou pas du tout ? Personnellement, non. Ça te tenterait justement pour la partie diffusion ? C'est vrai, ouais. Là, du coup, pour le web série, pour le spin-off de la web série qui est en BD, on réfléchit, comme mon frère, il fait de l'animation, il a une formation d'animateur. Du coup, on réfléchit à peut-être animer quelques parties de la planche. Après, c'est toujours pareil, c'est que ça prend un peu plus de temps et qu'on maîtrise un peu moins le truc. Enfin, moi personnellement. Donc, du coup, c'est vrai que c'est intéressant et que ça fait réfléchir et que ça donne des envies à faire des choses, quoi. Mais à voir, ouais. Après, on a aussi un collègue JB qui est dans une association environnementale. Et il fait des petits turbo-médias pour expliquer tout ce qui est protection de la nature, de l'environnement, ce genre de choses. Et voilà. C'est quoi le dernière BD que tu as découverte et où tu as fait waouh, c'est trop bien ce truc ? Alors là, le truc de fou, j'ai eu à Noël, j'ai eu les hamas.
Et je suis au 3e tome là, et je suis à bloc dedans. C'est vraiment trop bien. Au début, ça fait vraiment BD à l'ancienne, quoi, avec les gens en pyjama, la SF, BD SF à l'ancienne, avec BD personnages en pyjama et tout. Mais après, ça part sur des trucs transhumanistes, et il y a une ampleur dans le truc. Autant, ouais, ça fait personnel, une intrigue personnelle d'un héros, et en même temps, une grosse ampleur et tout ça, c'est vraiment très impressionnant et super bien. On est toujours au Festival des Calanques et des Bulles, donc on reçoit Patrick Beau. Bonjour. Bonjour. Quelle est ton actualité aujourd'hui ? Alors, mon actualité, là tout de suite aujourd'hui, donc dans le cadre du Festival des Calanques et des Bulles, je fais dédicacer les 2 volumes de la BD d'Axolot, et puis à certaines personnes qui sont venues avec les livres aussi, que j'avais sortis un petit peu avant. Voilà, ça c'est donc là tout de suite dans l'immédiat. Et sinon, mon actualité à un peu plus long terme, c'est donc un nouveau format qui s'appelle les Axoportraits. Donc le premier est sorti le mois dernier sur la chaîne Axolot, et le concept c'est de raconter à chaque fois l'histoire d'une personne méconnue ou inconnue avec un destin extraordinaire. Et donc pour le premier épisode, c'était Elmer McCurdy, donc le bandit embaumé qui était un gangster raté qui vivait aux États-Unis au début du XXe siècle, qui n'a jamais réussi à cambrioler quoi que ce soit et dont la véritable carrière a démarré après sa mort. Il s'est fait embaumer et il a traversé tous les États-Unis dans différents freak shows, dans des musées de cire. Et 60 ans après sa mort, tout le monde avait oublié que c'était une vraie personne. Les gens croyaient que c'était une statue de cire en fait. Et j'en dis pas plus, histoire que les gens aillent voir la chute sur la chaîne. Et donc là, je suis en train de préparer la suite qui sortira le mois prochain. Et juste, alors si je peux... Si je peux parler de la veillée qui aura lieu le 3 mai. Donc c'est un événement qu'on organise à Paris au théâtre Tristan Bernard. Donc la première édition c'était au mois de novembre dernier. Et le principe est un peu similaire aux Axoportraits. En fait, l'idée c'est de proposer à des gens de venir sur scène pour raconter des histoires vraies qu'elles ont vécues. Donc des histoires extraordinaires de préférence. Et donc voilà. Est-ce qu'au départ, quand tu as fait ta chaîne Axolot, est-ce que tu avais l'ambition de les retrouver finalement, bande dessinée, qu'elles sortent de cette façon-là ? Alors en fait, au départ, moi j'ai commencé par la radio dans les années 2000. Ensuite, j'ai ouvert le blog d'Axolot en 2009. Donc c'était d'abord un blog. Et à l'époque, je pensais pas forcément que ce serait décliné sur d'autres supports. Et puis le blog est devenu un livre. Le livre a été adapté en bande dessinée. Et puis en 2013, comme j'avais jamais fait de vidéo et qu'il me semblait qu'il n'y avait pas vraiment ce type de contenu sur les chaînes YouTube francophones, j'ai décidé de décliner les histoires que je racontais en vidéo. Et puis voilà, ça a fait boule de neige. Et donc aujourd'hui, il y a divers projets en cours, puisque forcément ça ouvre des tas de portes, le fait que ça marche plutôt pas mal. Et donc voilà, c'était pas un plan au départ, mais j'aime bien diversifier mes activités, j'aime bien diversifier les supports, et donc j'en profite autant que je peux. Au niveau du choix des auteurs dans les Axolot, est-ce que tu as eu, bon, voilà, c'est des BD collectifs, c'est des albums collectifs, est-ce que tu as eu un auteur que tu aurais aimé avoir en dessinateur et que tu n'as pas eu ? Alors, il se trouve que dans le livre d'Axolot qui s'appelle L'homme qui sauva le monde, donc qui est sorti en 2012, L'homme qui sauva le monde et autres sources d'étonnement, donc il y a 7 dessinateurs qui sont dans le premier volume d'Axolot qui avaient participé pour dessiner les pages de chapitres, pour illustrer les pages de chapitres, notamment Boulet, Marion Montaigne, Capu et Libon, Adrien Méniel, et je vais sûrement en oublier. Et il y avait eu Manu Larsenet aussi, qui était lecteur du blog Axolot. Donc j'avais eu l'honneur d'avoir une illustration de Manu Larsenet. Et quand on a lancé le projet de BD, je lui ai évidemment proposé de participer. Et il m'avait dit que lui préférait les histoires écrites, et qu'il avait pas envie en fait d'en faire une adaptation en BD, qu'il trouvait que les histoires se suffisaient à elles-mêmes à l'écrit. Donc je le regrette, parce que moi je trouve justement que les dessinateurs qui ont participé au volume de la BD ont vraiment permis d'aborder les histoires sous un angle différent, puisqu'ils ont tous injecté un petit peu leur personnalité, leur sensibilité dans les histoires. Donc voilà, malheureusement je regrette, il n'a pas voulu participer au BD, mais j'aurais bien voulu.
Tu leur as donné quelle liberté par rapport aux histoires justement? Est-ce que tu regardes derrière ce qu'ils ont fait, les auteurs voilà, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire? Alors, moi, je leur propose des histoires qui me semblent adaptables en bande dessinée, donc je leur propose une sélection d'histoires, et à partir de là, il y a une liberté, il y a vraiment une liberté totale, quoi. L'idée, c'est que les dessinateurs s'approprient les récits, et les adaptent à leur manière. Donc il y en a certains qui sont restés assez fidèles au récit de départ, il y en a qui ont extrapolé autour du noyau dur de l'histoire, et c'est pour ça qu'à la fin de chaque histoire, donc moi j'écris une note qui rappelle les événements authentiques, ce qui permet aux dessinateurs comme ça de se faire plaisir, de se lâcher. Donc il y en a qui sont plus ou moins fidèles, et à part ça, voilà, vraiment la liberté était totale. Alors une fois que les dessinateurs ont fait leur premier jet, il y a quelques allers-retours, bien sûr, il y a souvent des petites modifications scénaristiques ou quoi, mais généralement, ouais, le premier jet est souvent le bon, et l'idée c'était de donner une liberté à peu près totale à des auteurs que j'apprécie. Voilà. Est-ce que tu as des auteurs qui sont venus directement te voir parce qu'ils avaient envie de travailler sur une de tes histoires qu'ils avaient lues, entendues Alors oui. Alors en fait, le point commun, je dirais, entre tous les dessinateurs qui ont participé, que ce soit dans le volume 1 ou le volume 2, c'est que c'était des gens qui connaissaient les histoires, et pour certains qui étaient des assidus de la chaîne, etc. Et donc il y en a certains qui avaient vraiment des histoires déjà en tête à adapter. Et il y en a qui sont venus me proposer en fait leur service. Je pense notamment à Julien Nil pour le volume 2. Donc Julien Nil qui est l'auteur de Lou, qui est un mec génial, et qui en fait un soir m'a envoyé un message pour me dire est-ce que par hasard il resterait de la place sur le volume 2, parce que il me dit ma fille est fan d'Axolot et je suis sûr qu'elle serait ravie que je participe. Alors je dis bien sûr. Donc voilà, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir des dessinateurs qui sont intéressés par le matériau de base, parce qu'en général ça se ressent tout de suite dans l'adaptation. Ouais. Et pour en revenir un petit peu à Axolot, la chaîne, comment est-ce que tu arrives à avoir autant d'informations sur des sujets qui sortent quand même des sentiers battus? Tes inspirations, ça reste, c'est avec Internet on trouve plein de choses, mais c'est des anecdotes qu'on te raconte, c'est du coup maintenant tu commences à avoir peut-être des gens qui t'en racontent d'autres au fur et à mesure? Alors, toutes les sources sont les bienvenues. Je cherche des histoires en permanence à travers des bouquins, à travers des documentaires, à travers des sites internet. Ensuite, étant donné que tout l'intérêt d'Axolot réside dans le fait que c'est des histoires vraies, je m'assure systématiquement que les faits et les récits que je découvre sont attestés et recoupés par plusieurs sources fiables. Et une fois que je suis sûr que l'histoire est réelle, je la partage. Mais sinon, pour alimenter, que ce soit les vidéos, les BD, etc., je passe beaucoup de temps à chercher. Et c'est d'abord pour le plaisir que je le fais. Je pense que s'il n'y avait pas Axolot, je le ferais quand même pour le plaisir, puisque c'est ce que je faisais avant. J'ai toujours aimé m'étonner, j'ai toujours aimé découvrir des tas de trucs. Donc voilà, c'est à la fois du travail, aujourd'hui par la force des choses, mais c'est d'abord un plaisir et un intérêt pour les curiosités du monde. Tu t'es déjà fait avoir par un fake super bien fait? Alors, je fais toujours très attention à ça, évidemment. Alors, je suis pas à l'abri, comme tout le monde. Je peux me tromper. Jusqu'à présent, je pense m'en être assez bien tiré. J'ai pas le souvenir d'avoir raconté une histoire qui se soit avérée être totalement fausse par la suite. Peut-être que ça arrivera. En tout cas, j'ai toujours fait très attention à raconter des histoires authentiques. Si jamais il y a des doutes, je le précise toujours. Je dis... On dit que, mais certaines personnes remettent en question l'authenticité de l'histoire. Mais en général, voilà, si j'affirme que l'histoire est réelle, parce que je me suis assuré que c'était le cas, et si je me trompe, alors ça veut dire que toutes les sources sur lesquelles je me suis basé se sont faites avoir aussi. Jusqu'à présent, c'est pas encore arrivé, mais peut-être que ça m'arrivera. En tout cas, j'essaie de faire attention. Ouais. J'ai posé la question, est-ce que tu vis de tes bandes dessinées, mais du coup, c'est pas ta seule source de revenus? En fait, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre de tout ce qui gravite autour d'Axolot. En fait, il y a d'un côté les vidéos, les bandes dessinées, les livres. Il y a des événements donc je parlais de la veillée tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui se développent autour d'Axolot, qui sont plus ou moins liées. Je fais par exemple aussi des voix off pour une série de vidéos sur des musées. Ça s'appelle Secret de musée, et c'est quelque chose qu'on m'a proposé parce que les étranges escales existaient par ailleurs, et donc
les gens qui m'ont proposé ça se sont dit que ça pourrait coller à leur projet. Et donc voilà, il y a plusieurs propositions qui s'ouvrent et qui découlent d'Axolot, quoi. Donc tout ça me permet aujourd'hui de vivre de ce projet, et c'est une chance inouïe. Et quand j'ai commencé, c'était certainement pas l'objectif, quoi. C'était juste une passion, quoi. Et aujourd'hui, j'ai la chance que ce soit mon activité à plein temps. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire qui a été le point de départ de cette recherche-là? Est-ce qu'il y a un jour, un moment, une histoire que tu as lue qui a fait le déclic et qui a servi de point de départ à tout ça? Le truc, c'est que voilà, je me suis toujours intéressé aux bizarreries de la planète, aussi longtemps que je me souvienne. Quand j'étais ado, j'avais des tas de bouquins sur les énigmes de la planète, etc. Et en fait, j'ai commencé donc à la radio dans les années 2000 à raconter comme ça chaque semaine des histoires. Donc j'aurais vraiment beaucoup de mal à te citer une histoire, non, je peux pas. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est à l'époque de la radio que j'ai commencé, en tout cas, à en collecter de manière systématique chaque semaine. Avant ça, disons que voilà, je piochais des histoires ici et là dans des bouquins pour le plaisir. Et puis à l'époque de la radio, c'est là que j'ai commencé à accumuler une espèce de base de données, on va dire, d'histoires. Et j'ai jamais perdu le rythme depuis, quoi. Je continue à chercher en permanence, etc. Voilà, mais là je pourrais vraiment pas tenter une particulière. Voilà. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée ? Alors, donc ma dernière découverte, c'est le mystère du monde quantique. Et alors je vais tout de suite te donner l'auteur. Donc c'est Burnia et Thibaut Damour. Le dessinateur s'appelle Burnia, et Thibaut Damour c'est un physicien. Et en fait c'est une BD de vulgarisation sur le monde quantique, sur la théorie des quanta. Et j'ai rarement vu une BD de vulgarisation aussi bien faite. C'est extrêmement riche et technique, vraiment. Il faut s'accrocher, quoi. C'est très complet, puisque donc voilà, le scénariste, le co-scénariste est un physicien, donc on va vraiment dans les détails. Et c'est un bonheur. Moi, j'aime beaucoup les ouvrages de vulgarisation. Moi, j'adore les BD, par exemple, de Marion Montaigne, qui a participé au premier volume d'Axolot, qui fait Tu mourras moins bête, et qui aborde sous un angle plutôt comique des tas de sujets, et qui les rend vraiment très accessibles. Là, le mystère du monde quantique, c'est peut-être un petit peu plus pointu. Je pense qu'il faut déjà avoir une petite base scientifique pour vraiment apprécier le truc. Mais si c'est le cas, c'est assez génial. On ne peut pas faire un festival des calanques et des bulles sans interviewer l'association À l'ombre des bulles qui s'occupe du pôle comics et qui fait venir tous les ans des auteurs qui travaillent pour le marché américain. Et nous sommes donc aujourd'hui avec Florian. Salut. Salut l'équipe. Alors cette année, beaucoup d'auteurs italiens. L'Italie, c'est plus facile de faire venir les gens ou... Est-ce qu'il y avait plus de variété au niveau des pays les autres années ? Oui, c'est vrai, mais on avait envie de cibler l'Italie cette année parce qu'il y a énormément d'artistes qui travaillent là-bas. Le vivier est vraiment intéressant. Et sur les dernières éditions, il n'y avait pas tant d'Italiens que ça. On avait des Espagnols, on a eu du Turc, pas mal de nationalités et peu d'Italiens. Donc voilà, on a ciblé un maximum. Et aussi, c'était les coups de cœur qu'on avait eus lorsqu'on a fait la programmation. On a sorti un petit peu les noms. On s'est rendu compte au final qu'on tournait autour à peu près du même pays, mais qu'importe la destination au final, tant que le talent est présent. Vous avez aussi fait venir Johnny Gins, donc, qui est surtout connu en tant que coloriste, notamment pour Watchmen, mais qui a aussi ses propres séries derrière. Et pourtant, en ce moment, il y a un autre événement qui se passe en France qui s'appelle la Paris Comic Expo. Ça vous a pas posé des soucis justement pour votre programmation, qui est ce gros événement autour de la BD américaine quand même ? Alors, pour être tout à fait honnête, oui. Ça a été compliqué, très compliqué. On a eu quelques refus, car les artistes étaient là-bas. Voire des désistements en milieu de programmation, car voilà, ils étaient appelés ailleurs et que entre la PCE et surtout avec un éditeur qui demande à un artiste de venir et les calanques à Marseille, l'artiste doit faire son choix et se tourne en général vers celui qui le paye.
Il y a du neuf un peu autour de l'association à l'ombre des bulles au niveau de ce que vous avez fait cette année ou des projets à venir? Oui, on est en train de travailler donc, sur une dédicace, mais qui aura lieu à la fin de l'année, avec un artiste assez connu, qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne vous dirai pas le nom, pour faire durer le plaisir. Mais voilà, c'est prévu pour la fin de l'année, c'est fait partie des gros événements pour nous. Et on est en train de travailler également sur des programmations d'exposition, sans doute au cinéma Le Gyptis, où on va travailler en collaboration pour faire des événements récurrents, expositions et venues d'artistes également. Et on continue nos partenariats historiques avec la BDRI à Aix-en-Provence et Super Toys à Marseille lorsqu'on fait venir les artistes. Donc, faire venir un artiste de l'autre côté de l'Atlantique pour vous êtes une petite structure quand même, j'imagine. Vous vous endettez, vous grevez votre budget, vous forcez des gens à adhérer à l'association. Mais en fait, il a fallu que je vende un rein et qu'un autre membre vende un œil pour pouvoir payer les billets d'avion. Non, c'est qu'en fait, disons qu'on fait marcher un réseau occulte pour avoir cette chance incroyable. C'est quoi, c'est plusieurs associations qui s'organisent entre elles pour faire une tournée d'un auteur Disons que c'est plutôt une relation privilégiée entre un artiste et une personne. Et à l'occasion d'un déplacement, il fera le petit crochet pour nous. D'accord. Ce mystère qui nous laisse, je veux dire, là non, on est teasé au possible. Hors antenne, on le torturera pour en savoir plus. On dira rien une fois que tu seras torturé, rassure-toi. Ok, merci. Comment s'est passé le festival pour vous ? Très bien. Très très bien, crevant comme d'habitude, un petit peu faim, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour manger comme tout le monde le sait. Voilà. Le fait que ce soit sur le Vieux-Port, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça a permis vraiment de renouveler un petit peu les visiteurs, avec beaucoup de fréquentation hier, un petit peu moins aujourd'hui j'ai l'impression. Après voilà, je sais pas trop en termes de chiffres, mais c'est vrai que le lieu est quand même super intéressant et a permis et peut-être aussi de se renouveler dans l'événement, de changer des choses et de se mettre en danger. Ça, je trouve ça pas mal. Ouais. Question traditionnelle, ta dernière découverte en bande dessinée ? Alors ma dernière découverte en bande dessinée, donc c'est pas une nouveauté puisque c'est sorti il y a un petit moment, mais c'est Sex Criminals de Matt Fraction et Chip Zdarsky et Hutch. Voilà. Vous savez... J'étais obligé, je suis désolé. Là, c'est la fatigue. Là. On arrive en fin de festival. Où j'ai mis beaucoup de temps avant de le lire, mais lorsque j'ai eu le tome entre mes mains, ça m'a éclaté. C'est super drôle, c'est intelligent, c'est fin. Il y a plein de gones nichés de partout. Il y a des éjacs aussi. Au ralenti, mais en dehors de ça c'est vraiment excellent. Il y a aussi des sentiments, il y a des dialogues hyper intelligents, c'est vraiment génial. Et il y a Face de Périnée, voilà, gros coup de cœur. Voilà, on va finir sur ce coup de cœur sur Face de Périnée, merci beaucoup. Avec plaisir. Nous sommes avec Clem Clé, que nous avions déjà rencontrée il y a très longtemps lorsqu'elle était dans l'équipe d'organisation du festival, mais maintenant elle est invitée en tant qu'autrice. Bonjour Clem Clé. Bonjour. Alors, tu t'es beaucoup fait remarquer par tes turbomédias ces derniers temps. Tu expérimentes énormément. Tu as une actualité autour de ça, des projets autour de ces turbomédias ? Tout à fait. En fait, je suis plutôt dans une démarche d'expérimentation. J'apprends beaucoup. Je travaille avec Batraf qui m'aide à la technique. Et mon but, c'est d'apprendre le plus possible avant de me lancer dans un projet plus ambitieux. La chose la plus ambitieuse que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est commencer une petite série de 5 épisodes qui s'appelle Le Dodo. Il y a déjà le premier épisode qui est en ligne et bien les autres vont suivre. Voilà. Quand on t'a rencontré en tant qu'orga,
En fait, on n'avait pas vu ton travail, tu étais très discrète. T'avais honte de ce que tu faisais à l'époque ou c'était de la timidité? C'était plus de la timidité que de la honte, et puis c'est surtout que j'étais pas très assidue sur mon blog. Je crois qu'il y a plusieurs mois qui espacent chacun des posts, donc voilà, j'avais pas très envie de communiquer dessus parce que j'y étais pas à 100% de mon temps. J'étais plus dans mes études, et étrangement, maintenant que je suis dans la vie active, j'ai plus de temps en fait pour dessiner. Voilà. Justement, tu as commencé à lancer tes turbomédias et là d'un coup, bon, t'arrêtes pas de sortir des trucs, il y a une activité très régulière. C'est le turbomédia qui t'a d'un coup mis le pied à l'étrier? Je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, le fait d'être dans la vie active, maintenant j'ai des horaires un peu plus réguliers, j'ai des week-ends par exemple, donc ça c'est sympa. Le fait d'être un peu plus posé, je suis plus obligée de déménager tous les 6 mois, donc ça aussi c'est un peu du stress en moins. Et puis le fait de faire du turbomédia, en fait, c'est vrai que c'est particulièrement excitant, et en fait j'ai rencontré une communauté que je soupçonnais pas en fait sur le turbomédia. Quand j'ai sorti Watching You, je l'avais codé moi-même, c'était un peu très artisanal en fait. J'avais fait avec mes petites mains en codant à peu près, ça marchait chez certains navigateurs et pas chez d'autres, et là j'ai rencontré Batraf qui m'a dit si tu veux je te donne un coup de main, on va faire ça bien, et en fait il y avait plein de gens qui s'y intéressaient, et ça je savais pas, je pensais que c'était quelque chose de plus confidentiel, et à partir de là ça a été relayé, et je me suis dit bon ben à partir de là je vais pas m'arrêter. Donc oui, tu t'es lancé dans le code alors que tu avais déjà des notions, c'est vraiment lancé à l'arrache sans rien y connaître? J'ai quelques notions en HTML, en CSS. Après, je suis partie sur un éditeur HTML5 de la suite Adobe qui s'appelle Edge Animate, et donc qui m'aidait un peu à placer les éléments, et moi je m'occupais juste du code JavaScript en fait. Voilà. T'as complètement abandonné la BD traditionnelle? Alors, juste avant de faire du turbomédia, j'ai essayé de faire de la bande dessinée traditionnelle pour le Lanfeust Mag, le magazine en fait de Soleil. Et en fait, j'ai trouvé ça super dur, méga dur. Il fallait faire des décors, il y avait plein de codes à connaître, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, à part dessiner, je ne connaissais rien, et qu'il fallait tout apprendre, et qu'il y avait plein de choses à emmagasiner comme culture de bande dessinée que j'avais pas forcément. En fait, moi, je lis de la bande dessinée surtout en tant que lectrice, et que c'était un œil particulier à acquérir. Et Rémi Torregrossa, qui a invité aussi au festival, m'a pris sous son aile pour m'apprendre à bien dessiner, et je suis arrivée à faire cette bande dessinée. Mais au dernier moment, je me suis dit en fait c'était tellement de souffrance que je pense que je vais m'arrêter là en fait pour la bande dessinée papier. J'avais l'impression que c'était trop de travail en fait, pas assez de fun, et moi ce que je recherche en fait dans le dessin, c'est plus de m'amuser. Et en fait, c'est ce que m'apporte le turbomédia. Pour moi, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes, il y a surtout beaucoup d'opportunités, et en fait, il suffit de les explorer. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment sympa, et qui me donne envie de continuer. Donc voilà, plutôt turbomédia que bande dessinée et papier. Pourtant, sur le turbomédia, il y a encore tellement de trucs à inventer, de contraintes techniques qu'il n'y a pas forcément dans le dessin traditionnel. Ça peut aussi être de la souffrance, hein. Je pense ne serait-ce qu'au code informatique. Oui, c'est ça. Alors, pour le code informatique, moi j'ai la chance de travailler avec Batraf. D'ailleurs, tout le monde peut avoir la chance de travailler avec Batraf parce qu'il propose son aide gratuitement pour les projets non lucratifs. Donc, allez voir turbointeractive.fr, c'est un chouette site. Donc, pour la contrainte technique, ça c'est très, très vite résolu grâce à Batraf. Après, la différence entre la contrainte sur turbomédia et la bande dessinée papier, c'est que la bande dessinée papier, j'ai l'impression que c'est plus dogmatique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de contenu déjà fait, de règles déjà trouvées. En fait, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, alors que le turbomédia, c'est quelque chose qui se découvre, qui s'expérimente. J'ai le droit à l'erreur sur le turbomédia, il n'y a pas énormément de gens qui peuvent dire bon c'est comme ça qu'on fait et pas ailleurs. Donc c'est pour ça que certains de mes turbomédias marchent, d'autres moins bien. C'est parce que je suis là pour apprendre, et c'est cette démarche-là qui me plaît en fait. Voilà. Est-ce que tu as pensé au niveau de ce que tu fais, parce que tu vis pas du tout, j'imagine, de ton travail de dessin, à passer par une plateforme genre Patreon, Tipeee, comme on a pu le voir sur les Cailloux Magiques, je sais plus comment ça s'appelle, qui vient de sortir, qui est très très sympa. Ouais, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas encore regardé, mais beaucoup de personnes en parlent, donc je pense que je vais vraiment m'y intéresser. Après, pour les plateformes de financement, c'est ça, de financement culturel, j'y ai pensé. Après, pour l'instant, c'est pas prévu, mais c'est pas impossible par la suite. J'ai l'impression que Patreon et Tipeee, il faut quand même donner une contrepartie. Sur Patreon, c'est sûr. Sur Tipeee, je pense que pas de contrepartie.
Donc voilà, ça dépend. En fait, j'ai quand même un temps, j'ai plus de temps qu'avant, mais c'est quand même limité. Donc c'est à voir. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais pas impossible. Mais là, du coup, c'est vrai que sur le Turbo Média, il y a quasiment tout qui est à faire. Enfin, tout ce qui est tout le schéma commercial, on va dire, n'existe pas. Parce que du coup, là, au niveau production, on peut voir ton travail sur Internet, on peut le voir sur un ordinateur, mais on peut pas encore acheter quelque chose de, entre guillemets, de concret, quoi. Qu'est-ce que tu voudrais acheter de concret ? Non, mais dans le sens où, même si par exemple, là, moi, je voulais acheter ton travail, au niveau commercial, il n'y a pas encore une offre qui est construite. C'est vrai, peut-être que je pourrais vendre des ex-Ibris ou même des turbomédias en accès exclusif. C'est vrai que c'est quelque chose qui est possible. Pour l'instant, j'estime que mon travail est peut-être pas encore assez abouti pour vendre en fait ce que je produis au niveau du turbomédia en fait à mes lecteurs. C'est pas impossible dans le futur. En fait, je vois vraiment cette première partie de mon travail comme de l'exploration pour un projet plus ambitieux que j'ai déjà dans mes cartons en fait. Donc voilà, soon ou pas. Le projet plus ambitieux, ça serait toujours dans la bande dessinée ou ça se rapprocherait de quelque chose qui serait dans l'animation ? Parce que moi, quand j'ai lu Dodo, ça m'a vraiment fait penser à une espèce de dessin animé et j'ai trouvé que ça se construisait un petit peu de cette façon-là. Oui, c'est très gentil en tout cas, j'apprécie ce commentaire parce que alors je suis pas du tout allée dans une école d'animation, pourtant je fais quand même de l'animation dans mes turbos. C'est assez casse-pipe parce que comme le code, je connais pas forcément, ça se voit je pense. Mais finalement j'ai eu des retours plutôt positifs comme le tien, alors ça me fait super plaisir. Je pense qu'on resterait vraiment dans du turbo média plutôt que dans l'animation parce que l'animation, il y a aussi beaucoup de choses à apprendre et quand on voit mes décors, ça se sent je pense. Donc non, ce serait plutôt du turbo média, le projet plus ambitieux. Voilà. C'est quoi ta dernière découverte en bande dessinée ? Alors ma dernière découverte, il y en a deux. Il y a eu un coup de cœur spécial avec l'Apocalypse selon Magda de Karen Morel et Chloé Volmerlo, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé parce que, alors en fait, la dessinatrice, je l'ai découverte sur Twitter et j'ai trouvé que ses dessins étaient super sensibles et surtout une harmonie des couleurs assez incroyable. Enfin, ça attire l'œil et vraiment sur un projet BD sur ce format-là, c'est-à-dire roman graphique, elle l'a vraiment tenu de bout en bout. Enfin, c'était haletant, même l'histoire était super prenante. Donc vraiment, c'est mon gros coup de cœur. Le deuxième, c'est une série qui s'appelle Lock and Key et qui est incroyable, c'est genre la meilleure BD du monde, mais pas pour les mêmes raisons. C'est moins un gros coup de cœur sur les dessins, mais plus pour l'histoire. C'est très haletant, c'est plein de suspense, c'est du fantastique, et en même temps c'est un petit coup de thriller, mais en même temps c'est normal parce que c'est le fils de Stephen King. Enfin, c'est incroyable. Lisez Lock and Key, c'est trop bien. On reçoit donc Richard Di Martino, bonjour. Salut. Quelle est ton actualité ? Mon actualité, il y a le Cléo tome 2 qui est sorti il y a un mois, un peu plus d'un mois. Et le PIF numéro 3 qui est sorti il y a un peu moins d'un mois, on va dire. Cléo, au départ, c'était un projet qui t'appartient ou c'est une commande qu'on t'a faite et on t'a proposé le... Non, c'est mon idée. Avec Christophe Cazeneuve, on voulait faire une nouvelle série ensemble parce qu'on avait déjà fait Tattoo Mania avant. Et il me demandait qu'est-ce qui me bottait et je lui ai dit que j'avais bien envie de faire un truc sur Cléopâtre quand elle était petite, donc j'avais déjà cette idée en tête. Après voilà, il s'est documenté sur le personnage, c'est lui qui a écrit tous les gags hein, forcément, mais j'avais déjà cette idée de faire un truc sur Cléopâtre quand elle était petite avec son univers comme ça, son père Ptolémée XII, ses deux sœurs qui étaient un peu spéciales on va dire. Une un peu limite, enfin du moins ce que l'histoire en raconte, mais une qui est un peu attardée, l'autre qui est un peu qui était plutôt égocentrique et qui voulait le pouvoir absolument quoi. Donc il y avait plein de choses à faire sur la famille des Lagides comme on les appelle. Et justement, comme l'idée venait de toi, tu as amené des éléments dans le scénario, tu as apporté des idées à Christophe Cazeneuve. Ouais, des petits gags, parce que moi je m'étais déjà documenté avant que Christophe le fasse, donc déjà j'avais prévu des traits de caractère pour le père, pour les sœurs, pour les personnages principaux quoi, et sur l'univers, un petit peu comment je voulais que ça se goupille autour de la vie au palais et
Et puis après tout ce qu'il y a autour, le côté, je lui avais dit je veux que ça soit le côté un peu titeuf entre guillemets, où ils vont à l'école, qui est ce côté jeunesse, et puis après qu'on brode autour. Puisque Christophe a complètement compris, et même a transcendé, parce que Christophe il est super fort, quoi. Et puisque tu avais déjà autant d'idées sur ce que tu voulais au résultat final, est-ce que ça t'est pas venu à l'idée justement de faire ça de bout en bout intégralement, scénario, dessin, etc. J'ai du mal à me dire que je vais faire un projet tout seul de A à Z. Je l'ai fait une fois pour Eddie Langoisse, c'est un peu du freestyle, quoi. C'est pas vraiment scénarisé, c'est presque un essai. Là, je voulais que ce soit de la BD calibrée, grand public, jeunesse même. Du gag, c'est dur de faire du gag à une page. J'en trouvais un, en trouvais deux, en trouvais trois, c'est une chose, mais en trouvais 44. Et puis après, encore 44. Donc je préférais bosser avec Christophe. En plus, c'est lui qui me demandait à ce qu'on rebosse ensemble. Donc c'était vachement plus simple de faire ça. Il y a un côté éducatif dans Cléo, un peu pédagogique. Apparemment, il y a une série, entre guillemets, une collection chez Bambou là-dessus. Il y a Napoléon qui est sorti, il y a d'autres séries sur le même sujet. Cette volonté éducative, elle était présente dès le départ dans ton projet ou c'est arrivé après pour avoir un côté collection ? Non, c'était vraiment mon idée de départ, de ne dire aucune bêtise. D'ailleurs, on a fait cautionner l'album par Virginie Jolitan, qui est une égyptologue, doctorante, thésarde, enfin vraiment une sommité, parce qu'on voulait qu'il n'y ait pas une connerie de dite. Ok, on rigole, on extrapole des situations, on fait des gags, mais on ne donne pas d'informations fausses. Si après je me suis trompé sur un détail de costume ou quoi, c'est parce que j'ai pas pu faire mieux, mais je me suis documenté au maximum. On a essayé de dire des infos qui sont vraies. Enfin, tout ce qui est dedans, c'est vrai, quoi. À part des gags, des conneries, le snack de kebab ou des trucs comme ça. On sait pas s'il y avait des kebabs à Alexandrie à cette époque-là. Mais non, on avait vraiment cette volonté pédagogique et éducative. Ça faisait partie presque du cahier des charges qu'on a présenté à Bambou. Et à ce moment-là, chez Bambou, il y avait juste les petits mythos qui se passaient dans l'Antiquité, mais c'est des dieux, donc c'est moins historique, on va dire. Et c'est après ça qu'Olivier Sulpice s'est dit mais tiens, je pourrais créer une collection historique. Et c'est après ça qu'ils ont fait le petit Louis XIV, la guerre de 100 ans, là récemment Napoléon. Ça a découlé en fait de Cléo et du fait qu'ils avaient déjà les petits mythos, que ça pouvait rentrer dans une collecte, c'est-à-dire comme ils avaient déjà des collectes sport, des collectes métiers, c'est-à-dire on va faire une collecte histoire. Mais on est ceux qui avons injecté l'idée au départ. À un moment donné, Cléo, on ne pourra pas trouver forcément autant de gags qu'on veut avec un fond d'historique vrai. Pour rester dans la même veine, si c'est quelque chose qui te plaît, tu as d'autres personnages que tu aimerais explorer en restant dans cet état d'esprit ? Oui, parce qu'il y en a même un qui est déjà prévu. Et on n'a pas commencé, on va pas commencer tout de suite, on se le garde pour plus tard, mais je vous dirai pas qui, mais oui, il y en a un. Il y en a un que je veux faire. En fait, j'ai dit à Christophe, on pourrait faire soit une série sur Cléopâtre quand elle était jeune, soit un. Et on a réfléchi, on a fait Cléo d'abord. Mais on le fera l'autre. Alors du coup, on va un petit peu changer de sujet, mais sur PIF, comment est-ce que tu t'es retrouvé à travailler justement sur PIF ? Alors, il s'avère que par hasard, un hasard complet, à peu près un an avant qu'il relance PIF, donc il y a 2 ans, puisqu'ils l'ont relancé l'an dernier, j'avais discuté avec François Cortégiani, je lui avais dit que j'adorais PIF et que c'était dommage que ça sorte plus et tout ça. Et bon, il m'avait dit que bon, c'est pas lui qui décide, ça appartient à l'humain, tout ça, donc ça revient régulièrement sur le tapis de le relancer, mais bon, c'était pas encore à l'ordre du jour. Et je lui ai dit comme ça, je lui ai dit putain, moi ce serait un des rêves de ma vie, ça serait de dessiner au moins une histoire de PIF, comme un Spirou ou un PIF, tu vois, c'est vraiment un truc que j'adorerais, quoi. Et il m'a dit bah écoute, si un jour ça se fait, je t'en parlerai. Et j'imaginais vraiment que c'est le genre de truc qu'on dit, qui rentre par une oreille, qui sort de l'autre et qui se fait pas. Et à peu près un an plus tard, même pas un an plus tard, François me contacte et me dit donne-moi ton numéro de téléphone, faut que je te parle. Je lui donne, il m'appelle et il me dit voilà, ils veulent relancer PIF, on cherche un dessinateur, vu qu'on en a parlé, je pense à toi en premier. Et genre, j'ai halluciné, quoi, j'ai dit ouais. J'étais sur Cléo, je fais plein de boulot, mais ça peut pas se refuser, quoi. Et tu n'as pas demandé un temps de réflexion ? Non, j'ai dit oui. J'ai dit oui, je fais PIF.
En plus, c'était pas bien payé au départ. Là, ça s'est amélioré, mais comme ils relançaient, ils avaient un peu peur. C'était pas bien payé. Malgré tout, j'ai dit oui parce que voilà, c'est Pif, quoi. Merde, dessiner l'aventure de Pif. Je sais pas si j'aurais pas fait gratos, tu vois. Faut pas le dire. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis là, pour l'instant, ça marche bien, donc ça continue. J'espère que ça continuera à marcher bien. Justement, on veut dire pour l'avenir, est-ce que tu n'aurais pas envie de faire... qu'est-ce que tu aurais comme projet, on va dire, actuellement on va dire qui te trotterait un petit peu dans la tête? Des projets, j'en ai plein. Après, il faut le temps pour les faire. Là, j'ai déjà Pif qui me prend pas mal de mon temps. On ne sait pas encore si on va faire un 3e Cléo, mais si on fait un 3e Cléo, ça va prendre du temps aussi. J'ai mon boulot de prof, parce que je suis prof de BD aussi dans une école de dessin. Je fais de la com régulièrement, parce que la com, ça paye. Donc c'est aussi le temps qui me manque de faire des projets. Mais dans ma tête, j'en ai plein. J'ai plein de projets, j'ai plein de trucs. Et notamment, ce que tu me disais tout à l'heure, de faire un projet du début à la fin tout seul. Là, je commence à me dire, j'ai 45 ballets, j'ai près de 20 albums derrière moi. Il serait temps vraiment que je fasse un truc tout seul. Et je commence à y réfléchir. Je me donne jusqu'à l'année prochaine là, pour mettre sur pied un projet grand public, voire jeunesse même. Que je vais faire tout seul. En fait, là, j'en ai 2 qui me trottent, là, et je ne sais pas par lequel commencer, mais là, actuellement, j'ai pas le temps. Je trouve pas 5 minutes pour ne serait-ce que faire des recherches de personnages ou quoi. Sincèrement, je bosse tellement que quand j'ai un peu de temps libre, j'ai envie de couper, de regarder un film ou lire un bouquin. Mais des projets, j'en ai plein. Il y en a encore d'autres derrière qui suivent. Je pourrais faire des albums jusqu'à la fin de ma vie. C'est pas les sujets qui manqueraient. Et il y aurait justement des projets un peu plus personnels, un peu plus adultes, un peu plus intimistes, comme l'était Eddie Langlois? Pas forcément, non. Non, j'ai envie de faire du jeunesse. À la rigueur, jeunesse grand public, comme Astérix, mais non, j'ai pas envie, là, pour l'instant, de faire dans le roman graphique ou dans les choses comme ça. J'ai envie de faire un truc qui tourne autour du monde du heavy metal parce que j'ai toujours, depuis l'âge de 14 ans, fait du metal et écouté cette musique. Donc c'est quelque chose que je connais bien, un univers que je connais bien. Là, il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, chez Casterman, mais qui se veut un peu plus pointu, on va dire. Moi, je voudrais faire un truc peut-être plus léger, plus comique. J'ai réfléchi aussi à faire quelque chose dans ce sens-là, tout seul aussi, parce que j'ai tout ce qu'il faut, quoi. J'ai tous les éléments. Mais non, un truc intimiste, adulte, pas pour le moment, peut-être un jour, mais non, là non. Tout à l'heure, justement, tu parlais de Eddie Langlois en disant que c'était, que tu trouvais que c'était peut-être pas assez abouti, pas assez mature. Et pour toi, c'est parce que tu n'as pas encore envie d'aller de te relancer dans ce sujet-là, ou c'est parce que tu n'as pas encore de sujet qui te donne l'envie? C'est pas que je trouve Eddie Langlois pas abouti, c'est que je l'ai fait comme un exercice totalement freestyle. J'ai pas écrit de scénario, j'ai pas structuré mon histoire, j'ai pas appliqué des règles scénaristiques classiques. J'ai écrit en continu, en mode sans filet. Et quand j'ai présenté le projet à Paquet à l'époque, j'avais à peu près 40 pages de fait sur je sais plus combien fait l'album, 120, un truc comme ça, 120 ou 130 pages. Et Paquet m'avait dit ça m'intéresse tout ça, qu'est-ce qui va se passer après, tu peux me donner un scénar? Je lui ai dit non, je sais pas. Il m'a dit quoi, tu sais pas? Je dis bah ouais, soit tu me fais confiance, on le fait, je continue comme ça, soit je sais pas, franchement je sais pas. Je saurais pas l'écrire ce qui va se passer, je peux essayer, mais il m'a dit bon bah écoute, je te fais confiance. Pour ça je suis pas mal redevable. Et il m'a fait totalement confiance, j'ai fait mon bouquin comme je l'ai senti. Et ça lui a plu jusqu'au bout. Bon, après, c'est mon bouquin qui a le moins marché concrètement. C'est le seul qui est même plus dans le commerce à l'heure actuelle. Mais moi, j'en suis content. C'est un bouquin qui me plaît. Mais par contre, c'est pas un exemple. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de façon d'écrire. C'est du feeling complet, quoi. Enfin, même si c'était du feeling complet, moi, pour le souvenir de journée, c'est quand même un bouquin qui fonctionnait très bien, quoi. Ouais, non, mais j'en suis content. Des fois, je me le relis, je le trouve chouette. Parce qu'en plus, j'ai mis beaucoup de moi. Vu que je suis musicien, il y a beaucoup de vécu. Tout est extrapolé. Le personnage, c'est pas moi. Des situations qui n'existent pas. Ou des situations qui ont été transformées. Mais toutes les bases, c'est du vécu. Donc peut-être que ça sent aussi, que ça sonne vrai, entre guillemets.
Et justement, là, on s'était parlé il y a 2 ans où tu étais justement un peu en troupe de projet. Et vu les difficultés que rencontrent certains auteurs qui se lancent maintenant dans des crowdfunding, dans de l'autofinancement, est-ce que du coup tu n'as pas eu envie de te lancer aussi dans on va dire, sur un crowdfunding pour essayer de t'auto-éditer toi-même? J'y ai songé, mais concrètement, je pense que j'ai pas une source de fanbase, comme on dit là, suffisante pour pouvoir alimenter un truc comme ça. Je suis pas un dessinateur coté au niveau du style, comme certains qui ont vraiment une base de fans. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec François Moretti, qui est un copain. Et on parlait de ça et je lui disais, mais toi, tu as une vraie fanbase. Tu as vraiment des gens qui sont fans de ton dessin. Même si dans l'absolu, ils vendent peut-être pas plus que moi en termes de vente pure. Mais moi, je suis très grand public. C'est-à-dire, j'ai pas des fans de moi. C'est des gens qui achètent ce genre de BD. C'est pareil pour Cazeneuve qui fait plein de séries à succès. Cazeneuve en soi, c'est pas une star. C'est ces séries qui marchent bien et qui touchent un public qui n'est pas un public de fans absolus. Donc non, je pense que ça serait casse-gueule de faire un crowdfunding. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée? Là, je suis en train de lire le dernier Peters, L'odeur des garçons affamés, j'ai pas fini. J'ai commencé à le lire hier soir et je l'ai acheté parce que c'est beau, parce que j'adore ce que fait Peters. Et je l'ai feuilleté, j'ai dit waouh, la grosse clacasse, et le scénar est vachement intéressant, c'est vachement prenant. Je suis pas encore arrivé au bout, je sais pas. Peut-être que je serai déçu. Sinon, dernièrement, en fait, je lis de moins en moins de BD depuis quelques années. J'ai peut-être une saturation générale, ou alors je me relis mes vieilleries. Mes vieux Lucky Luke, mes vieux Spirou que j'ai lu 2000 fois, mes vieux pifs. Parce qu'en plus, je me suis replongé dedans, j'ai récupéré chez mon père à la cave tous mes pifs de quand j'étais gamin. Je me les relis. C'est mauvais, mais c'est bon. Et déjà, du coup, tu parlais de Lucky Luke. Tu as lu le dernier de Mathieu Bonhomme? Non, je veux pas le lire. Tu veux pas lire? Non, je veux même pas le voir. Je l'ai feuilleté vite fait, je veux pas. Voilà. Bonhomme, il est très fort. J'ai plein de bouquins à lui, il est très fort, j'adore ce qu'il fait. Mais pour moi, on ne touche pas Lucky Luke. Ça m'érisse le poil de voir ça, quoi. Il a fait un très beau western, mais voilà, il y a un cow-boy avec une chemise jaune et une vesture noire. C'est pas Lucky Luke, il y a un univers graphique qui est celui de Maurice. Pour moi, pour moi, c'est soit on dessine comme Maurice, on fait du studio Maurice. C'est comme les Schtroumpfs, on va pas faire des Schtroumpfs réalistes. D'ailleurs, les films des Schtroumpfs, ils sont pourris parce qu'ils ont une espèce de poil, là, je sais pas quoi, là, c'est dégueulasse. Et même si c'est très bien fait, techniquement, pour moi, Lucky Luke, c'est Maurice. Et Maurice, c'est l'œuvre de sa vie, il a fait que ça. Moi, Maurice fait partie des dieux comme Franquin, comme Peyo, comme Giraud. On peut pas faire ça, quoi. Moi, je cautionne pas. Prochainement, dans le One Day Club. Il n'y a pas vraiment une tradition de bande dessinée adulte en langue arabe. Mais en numérique, le cul, c'est mortel. Moi, j'ai plein d'idées justement en Turbo Média pour du cul et ça marche trop bien. La salle de dédicace habituelle, c'est devenu une salle de sport. En gros, ça servait à rien cette BD. Non, ça sert à rien.